Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cette deuxième table ronde de cet après-midi. On a un petit aléa du direct que je vais vous partager tout de suite, puisqu'on avait un troisième intervenant qui s'appelle François Grunwald et qui est actuellement en Ukraine, qui devait venir aujourd'hui. Et à cause des bombardements sur les routes, il n'a pas pu prendre l'avion. Donc on va essayer de le joindre par visioconférence pendant cette table ronde. Mais voilà, on espère pouvoir le joindre. Peut-être qu'il apparaîtra un moment derrière moi. C'est normal. Je m'appelle Éléonore Dufaux, je suis chercheuse au programme Climat, Environnement et Sécurité de l'IRIS et à l'Observatoire Défense et Climat. Et j'ai l'honneur de modérer donc cette deuxième table ronde sur les conséquences environnementales des conflits et les potentielles rétroactions induites par ces destructions environnementales. Donc, afin d'approfondir notre compréhension des dynamiques croisées des conflits et du climat que nous avons commencé à aborder en première table ronde, nous allons explorer comment est-ce que les conflits contemporains peuvent affecter négativement l'environnement, donc les sols, l'eau, l'air, les écosystèmes, voire les zones de haute altitude. L'enjeu, il est également de comprendre comment est-ce que ces dégradations environnementales peuvent fragiliser les États, les équilibres socio-économiques et nourrir d'autres dynamiques conflictuelles. Nous avons décrit ce phénomène dans la note comme un phénomène de double matérialité qu'on aura l'occasion de développer, qui permet de comprendre comment est-ce que les conflits armés et les vulnérabilités liées au changement climatique peuvent se nourrir et se renforcer mutuellement. Et on aura également l'occasion d'évoquer les évolutions du droit international pour encadrer ces dégradations. Donc, pour nous éclairer sur ces questions, nous avons deux, voire trois spécialistes que je vais vous présenter rapidement. Mathilde Jourde, que vous avez eu l'occasion de voir pendant cette première table ronde. Tu es donc co-directrice de l'Observatoire Défense et Climat et responsable du programme Climat, Environnement et Sécurité de l'IRIS. Et tu es co-autrice de la note sur les vulnérabilités climatiques et leur utilisation comme levier stratégique. Euh, François n'est pas encore là. Euh, Ah, non. Bon, Si, je suis Charlotte. là. Si, je suis là. Ah, François! Génial. Eh ben, tu Oui, tombes je à suis pic, je là. vais te présenter. Super. Eh ben, on te voit et on t'entend, donc je Bonjour à te tous. présente, j'en profite. Donc François Grunwald, merci beaucoup d'être présent. Tu vas nous en dire un peu plus où tu es dans quelques instants. Mais je te présente donc pour nos auditeurs en ligne et en présentiel. Tu es ingénieur agronome de formation et tu travailles depuis plus de 35 ans dans l'action humanitaire. Tu as fondé et tu présides le groupe URD, donc Urgence, Réhabilitation et Développement, qui est un réseau de recherche et de formation sur les crises et les pratiques humanitaires. Et c'est dans ce cadre que tu effectues actuellement un terrain en Ukraine pour étudier les conséquences des combats entre les Russes et les Ukrainiens sur l'environnement. Merci beaucoup d'être présent avec nous et de nous partager tes travaux. Euh, et enfin, Charlotte, tu es Charlotte Touzeau-Fadel, tu es docteur en droit public et tu travailles principalement sur les conséquences environnementales des activités militaires et notamment sur les liens entre conflits armés et environnement. Et tes travaux portent également sur les situations post-conflit et post-catastrophe et sur l'interdépendance entre les risques, les crises et les vulnérabilités. Tu as été enseignante-chercheuse au Liban pendant 4 ans, et tu vas nous en parler un petit peu. Et depuis 2022, tu mènes des missions d'expertise, de conseil et de formation auprès des juridictions judiciaires en matière de lutte contre les criminalités environnementales. Donc merci à tous les trois d'être présents parmi nous. On va commencer tout d'abord par Mathilde. J'aimerais donc que tu nous présentes, s'il te plaît, les conséquences des conflits sur l'environnement, tout simplement. Merci Éléonore. Bonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, je vais commencer cette table ronde avec un cadrage assez large pour ensuite laisser la parole à Charlotte et François. Donc pour commencer, pourquoi est-ce qu'on a choisi dans cette note de parler de l'empreinte environnementale des guerres? Puisqu'en fait, on fait le constat que la dégradation environnementale des conflits est à la fois un dommage collatéral, mais c'est aussi une dégradation provoquée tout à fait volontairement dans certaines dynamiques conflictuelles. Et en ce sens, les conséquences environnementales des conflits s'inscrivent dans un continuum dont on parlait tout à l'heure, qui est le continuum instrumentalisation, arsenalisation des vulnérabilités environnementales et climatiques. Et en ce sens, du coup, on parle de dégradation provoquée volontairement, où l'environnement devient en réalité une cible militaire stratégique à part entière.
On a un exemple assez classique qu'on retrouve dans plusieurs cas et dont on va parler pendant nos diverses interventions, mais on a le ciblage des infrastructures énergétiques, des barrages par exemple, des raffineries, des centrales électriques ou nucléaires, qui justement illustrent ça parce qu'on a plusieurs objectifs à la fois tactiques, à la fois un affaiblissement de la capacité énergétique et économique de l'EMNI, et en même temps une pollution avec ce ciblage qui provoque des dommages environnementaux durables et qui fragilise vraiment la résilience des sociétés en question. On a l'exemple emblématique du barrage de Kakovka, dont Jérémy parlait tout à l'heure, qui est donc le barrage qui a été ciblé et détruit en juin 2023, qui aurait permis aux Russes notamment de prévenir une contre-offensive ukrainienne, qui a donc complètement anéanti la capacité énergétique du barrage, tout en entraînant des dégradations environnementales durables avec la propagation de contaminants comme le cuivre, l'arsenic, le déplacement de mines et de munitions non explosées, ou encore la dégradation massive des sols, des eaux de surface et des nappes souterraines. Pour finir ce petit cadrage introductif avant de continuer. La difficulté de cette table ronde, et je pense de nos présentations aussi, c'est qu'en fait, d'un point de vue méthodologique, c'est extrêmement difficile de collecter des données sur l'empreinte environnementale et l'empreinte climatique des conflits. Or, cette collecte de données-là, c'est vraiment la première étape, cette collecte de données environnementales, parce qu'elle permet en réalité d'identifier en fait, les points chauds en termes d'émissions, les zones très sensibles face à certains dommages ou pollution. Cette difficulté à collecter ces données-là, elle est liée à plusieurs facteurs. D'abord au caractère classifié de certaines informations militaires, aussi parce qu'il y a effectivement un sujet d'accessibilité des zones de conflit, et également parce qu'il n'y a pas encore forcément de méthodologie standardisée. On en voit de plus en plus, mais en tout cas, voilà, c'est en train d'être développé. Donc, sans plus attendre, je vais rentrer dans le vif du sujet cette fois-ci pour parler des différents impacts environnementaux. On peut les classer à peu près en deux typologies de conséquences. À la fois les conséquences plutôt directes et ensuite on a aussi les conséquences d'ordre plutôt indirect. Et donc, je vais dresser un panorama assez large qui donc ne sera pas exhaustif, bien sûr, et qui sera ensuite illustré par les études de cas et les propos de François et Charlotte. Donc, je vais commencer par les conséquences environnementales directes des conflits qu'on peut diviser en 4 catégories. En fait, c'est les études qu'on retrouve le plus souvent dans la littérature. C'est des études autour de l'impact à la fois sur les sols, sur les forêts et la biodiversité, sur l'eau et sur l'air et l'atmosphère. C'est un peu les 4 gros groupes qu'on retrouve dans la littérature, même si évidemment il y a beaucoup d'impacts qui sont transverses à ces quatre thèmes qu'on a tirés de la littérature. Donc je vais commencer par les sols notamment, qui font donc l'objet de nombreuses études en lien avec cette dégradation de l'environnement. Quand on parle des sols, on parle souvent de la pollution liée aux débris d'explosifs. On parle aussi souvent des munitions non explosées, qui sont des risques physiques et chimiques sur le long terme. On a l'Ukraine qui, en 2014, était considérée comme le pays le plus miné. Et en fait, le conséquence de ces pollutions-là, c'est à la fois que c'est un héritage très long terme, avec en France environ 500 tonnes de munitions issues des 2 guerres mondiales qui sont encore découvertes chaque année. Et c'est des contaminations chimiques qui sont vraiment persistantes, avec des hydrocarbures, des métaux lourds, et donc des effets en cascade derrière sur les écosystèmes. On a ensuite les forêts, le couvert végétal qui revient beaucoup dans la littérature, avec une déforestation qui répond à plusieurs logiques, à la fois économique, parce que la déforestation permet l'exploitation illégale du bois pour financer l'effort de guerre, à la fois énergétique et alimentaire, parce que l'utilisation du bois, enfin, le bois peut être utilisé comme combustible ou ressource directement, mais également tactique, parce que l'élimination du couvert forestier permet de priver l'ennemi d'un certain couvrage ou d'une protection. L'exemple emblématique en la matière, c'est l'utilisation de l'agent orange, qui est un herbicide très puissant, qui a été déversé par l'armée américaine de 1961 à 1971 pendant la guerre du Vietnam pour tuer en fait la flore et mettre à nu les terres vietnamiennes qui abritaient les indépendantistes. Et donc cette destruction de la forêt, elle est liée à l'installation à la fois de bases militaires, de bombardements, d'incendies, etc.
Le troisième environnement ou biome que je voulais citer, enfin le 13e thème, disons, c'est l'eau, qui est également fortement vulnérable, et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup aussi dans la littérature, qui va être impacté par soit la destruction directe des infrastructures hydrauliques, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, la contamination volontaire ou directe, ou l'effondrement des systèmes d'assainissement. Et on a également la biodiversité qui subit des impacts majeurs qui se traduisent à la fois par la mortalité massive d'espèces, la destruction et la fragmentation des habitats, l'introduction aussi de nombreuses espèces invasives ou la surexploitation de certaines ressources naturelles. On a enfin une quatrième catégorie que je souhaitais évoquer, c'est l'air et l'atmosphère. Et en ce sens, on parle beaucoup de l'empreinte carbone de la guerre. Et il y a de plus en plus d'initiatives qui travaillent justement sur la manière d'essayer de comptabiliser les émissions carbone qui vont être liées à un conflit. C'est assez paradoxal parce que le concept d'empreinte carbone, généralement, on ne lui applique pas vraiment au conflit. C'est quelque chose qui est né plutôt du secteur privé. Généralement, c'est perçu un peu comme paradoxal de parler de cette empreinte carbone-là. Mais comme je vous disais, c'est extrêmement important de pouvoir tracer les émissions carbone des conflits en amont, en aval de la chaîne de valeur, pendant les conflits aussi, parce que c'est ça ce qui permet d'identifier ce qu'on appelle les hotspots, les grosses zones d'émissions, et donc à partir de là, de travailler sur la réduction de ces émissions. On a notamment une initiative qui s'appelle l'initiative sur la comptabilisation des gaz à effet de serre en temps de guerre, qui a estimé l'impact de l'invasion de l'Ukraine par la Russie sur le climat. Et dans les estimations qu'ils ont fait, ils ont estimé que la première source d'émissions, c'était les activités militaires qui représentaient 34% des émissions du conflit. Et la deuxième, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est la destruction des infrastructures civiles qui représente à peu près 27% des émissions du conflit, puisque la destruction, mais notamment la reconstruction en fait, des habitations, va être extrêmement émettrice en lien avec les matériaux qui sont utilisés. On retrouve également d'autres espaces qui sont de plus en plus étudiés dans la littérature. La haute atmosphère, par exemple. On parle de plus en plus des pollutions que la haute atmosphère subit, en lien avec les missiles balistiques, par exemple, qui polluent à la fois la stratosphère et la mésosphère, en lien avec les processus chimiques qui se produisent avec ces missiles balistiques-là. Donc ça, c'était pour les impacts directs, mais je voulais aussi évoquer les conséquences et les impacts plutôt indirects qui sont liés en fait à la performance environnementale des pays qui ont vécu ou qui ont subi ces dynamiques conflictuelles-là. Et la manière d'analyser un peu ces différents impacts indirects, c'est à travers un index qui s'appelle l'index de performance environnementale, c'est l'EPI, qui est un indice développé par l'université d'Yale qui regroupe 58 indicateurs pour déterminer en fait le niveau de durabilité d'un État avec des indicateurs comme les émissions de CO2 par habitant, la part des ENR dans le mix énergétique, le taux de déforestation, etc. Et ce qui a été constaté avec cette étude, c'est de voir que les pays qui ont vécu la guerre ont un EPI, donc un indice de performance environnementale, qui est, qui est inférieur à 15% à celui des pays qui ont bénéficié d'une paix qui est beaucoup plus longue. Donc, en gros, les pays en guerre subissent, comme je disais, à long terme et de manière indirecte à travers les effets que ça va avoir sur la performance environnementale de ces pays-là. On a plusieurs facteurs qui vont expliquer cette performance environnementale moindre. On a notamment les priorités politiques qui vont se recentrer plutôt sur le court terme en temps de guerre et donc potentiellement marginaliser la planification à long terme qui est la planification qu'il faut pour un développement durable, pour des politiques climatiques et environnementales. On va avoir une réorientation aussi des budgets vers la défense, une économie de guerre, par exemple, qui va directement être associée à un coût environnemental. Il y a eu certaines estimations, par exemple, qui ont été faites de l'empreinte carbone du plan Rearm Europe, qui s'appelle maintenant Readiness Europe. Il y a eu une estimation qui a été faite en quantité de gaz à effet de serre qui serait émise par les investissements dans la défense en lien avec ce plan-là. Un autre facteur qui explique cette performance environnementale, c'est cette
plus basse performance environnementale par rapport à des pays qui seraient en paix. C'est la faiblesse des institutions, parce que des États qui sont en situation de guerre ne disposent pas forcément de la stabilité politique qui leur permet de mettre en œuvre et d'assurer le suivi des politiques environnementales. Donc, faire respecter, par exemple, les politiques environnementales. Ça va être aussi un sujet d'accès pour les scientifiques et les ONG. Ça va être aussi un sujet de l'affaiblissement de la protection des parcs nationaux et des réserves naturelles, parce que cet État n'est plus en capacité d'assurer cette protection. Et on a ensuite certaines dynamiques sociales, certaines évolutions comportementales en temps de guerre au sein des populations qui peuvent également expliquer cette performance environnementale. On a par exemple les déplacements de population, surtout quand ils ne sont pas planifiés, qui ont un fort impact environnemental en lien avec les camps temporaires qui peuvent être mis en place, qui vont provoquer une pression accrue sur certaines ressources locales, par exemple. Je vais laisser la parole après ce panorama assez large, mais mon propos était donc de montrer qu'il y a à la fois des dommages court terme directs et à la fois des dommages à très long terme qui sont difficilement quantifiables et identifiables. Généralement, ce qu'on voit quand on étudie, c'est l'impact effectivement sur l'eau, la biodiversité, euh, les sols. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que justement, avec l'empreinte carbone, on voit que c'est un impact et des dégradations environnementales qui durent et qui affectent profondément la résilience des sociétés et des populations. Et je vais laisser pour étayer ce propos un peu introductif, je dirais, Charlotte et François continuer. Voilà. Merci Mathilde. Est-ce que François, tu nous entends et tu peux nous présenter tes recherches ou pas? Pas encore. Eh ben, Charlotte. Ouais, on va passer les slides de François en espérant qu'il puisse nous rejoindre à un moment ou à un autre. Parce qu'elles sont hyper chouettes, comme vous pouvez le voir. C'est tout son terrain qui vous sera montré. Il y en a beaucoup. C'est la fin, là, normalement. Ouais, C'est bon. super. Donc, en attendant que François puisse nous rejoindre, Charlotte, est-ce que tu peux nous présenter? Faut juste appuyer sur le bouton. Ouais. Du coup, comment est-ce que le droit international encadre ces dégradations environnementales? Merci, merci beaucoup. Merci pour, de m'avoir sollicité à cet événement et merci à toute, l'organisation. Alors effectivement, là, on va s'intéresser, à l'appréhension juridique des dommages, causés à l'environnement en temps de conflit armé. Je vais tout d'abord vous dresser un portrait un peu large de ce que prévoit le droit international, à la fois le droit international des conflits armés, mais aussi le droit international de l'environnement. Et puis on va faire un focus, je vais essayer d'illustrer, ci et là, avec, le cas du Liban, à la fois, des conséquences environnementales, causées par le conflit de 2006, sur lequel on a bien du recul et certaines et un certain nombre de données, le plus récent conflit entre, 2023 et 2024. Alors en droit, il faut savoir que les conflits, armés constituent, le contexte le plus abouti des circonstances exceptionnelles, qui, à l'instar de l'urgence, connaît ce qu'on appelle en droit une filiation dérogatoire. Alors je vais vous dire plein de gros mots comme ça juridiques. Donc une filiation, dérogatoire qui va justifier des dérogations au droit commun. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que du fait des circonstances, du fait du caractère exceptionnel des circonstances, eh bien, les règles qui sont, d'ordinaire applicables en temps normal, sous-entendu en temps de paix, puisque le droit est quand même fait à la fois pour les honnêtes gens et pour le temps de paix, n'est-ce pas? Eh bien, ces règles-là vont pouvoir potentiellement ne pas, pouvoir être appliquées du fait, des circonstances. Pour autant, on observe une reconnaissance de plus en plus accrue par le droit international de la nécessaire protection de l'environnement en temps de conflit armé et on va voir comment. Du fait du caractère exceptionnel des circonstances, donc le droit, il faut le savoir là aussi, dès maintenant, le droit ne prévoit pas de protéger, ni de sanctionner, l'ensemble des dommages causés à l'environnement.
à l'instar de toute activité humaine qui va causer des dommages à l'environnement. La guerre, qui en plus est une circonstance exceptionnelle, va en causer davantage, ce qui signifie qu'on va avoir un seuil du tolérable des dommages qu'on va tolérer dans la société qui va être nécessairement plus élevé qu'en temps normal en raison de la circonstance de guerre. Alors, on constate différents degrés de protection de l'environnement qui est prévu par le droit international en temps de conflit. On va les détailler ensuite, hein, on va illustrer. Un premier degré qui est la limitation. Le droit international, il va viser à limiter autant que possible les dommages environnementaux du fait des guerres. Ça, c'est le droit des conflits armés principalement qui va avoir ce rôle-là. On a ensuite le deuxième degré, ça va être que le droit va accorder une protection accrue à certains éléments qui composent l'environnement du fait, du fait du caractère spécifique de leur statut juridique. C'est le cas par exemple du patrimoine mondial de l'UNESCO, qu'il soit patrimoine, le volet naturel ou culturel du patrimoine mondial de l'UNESCO, du fait de son statut juridique spécifique en tant que patrimoine mondial, eh bien, va avoir une protection accrue en temps de conflit. C'est aussi le cas des installations et des biens vitaux à la nation, on va y revenir, mais aussi des parcs nationaux ou encore des biens communs. Et puis un troisième degré de protection permis par le droit international, ça va être, on va le retrouver à travers la prohibition des atteintes délibérées à l'environnement par les belligérants. Alors, on retrouve cette question de la prévention des dommages environnementaux en temps de conflit armé au sein du droit des conflits armés. Donc ça, on le retrouve principalement au sein des conventions de Genève du 12 août 1949, particulièrement au sein de leur protocole additionnel et notamment au sein du premier protocole additionnel de 1977. On retrouve, donc là, je vous ai mis, hein, je ne vais pas vous les lire à chaque fois, les dispositions des conventions. Simplement, vous avez cet article 55 qui pose un petit peu les choses. On y reviendra. La guerre sera conduite en veillant à protéger l'environnement naturel contre des dommages étendus, durables et graves. Ce triptyque, on va y revenir ensuite. Cette protection inclut l'interdiction d'utiliser des méthodes ou moyens de guerre conçus pour causer ou dont on peut attendre qu'ils causent de tels dommages à l'environnement naturel. Je vous ai souligné ce qui est important notamment côté, on y reviendra ensuite pour le juge, si toutefois eh bien, un cas irait devant une juridiction, ce qui est une hypothèse, ce qui est très hypothétique. Mais voilà, donc ça, c'est des choses que le juge va pouvoir, sur lesquelles il va s'interroger. Les exigences de la conduite des hostilités et les impératifs de la nécessité militaire entraînent une atteinte et une régression de la protection de l'environnement. C'est inévitable. Le droit des conflits, il a pour but principal de limiter autant que possible le nombre de victimes, le nombre de destructions, le nombre de dégradations de l'environnement. Pour ce faire, cette branche du droit dispose de certains outils, comme les principes généraux du droit de la guerre, et notamment les principes de proportionnalité et les principes de nécessité militaire, ou encore des règles du droit de la guerre, comme ce qui est le cas de l'objectif militaire. Alors, je suis allée trop vite. Concernant ce qu'on appelle les PGD, donc les principes généraux du droit, on retrouve donc le principe de nécessité militaire, selon lequel il faut éviter tout dommage inutile, qui est assez clair. Ce principe, il interdit toute destruction non exigée par la guerre. On retrouve également le principe de proportionnalité, qui lui impose un équilibre entre l'avantage militaire recherché et les conséquences de l'opération. On va voir concrètement comment tout ça s'articule. Ces deux principes, ils permettent de faire condamner ensuite toute dégradation ou destruction dite gratuite ou dite punitive, de représailles, par exemple, de l'environnement de la partie adverse. La Cour internationale de justice a par ailleurs déclaré dans un avis consultatif rendu en 1996 relatif à l'affaire des armes nucléaires que, je cite, le respect de l'environnement est l'un des éléments qui permettent de juger si une action est conforme aux principes de nécessité et de proportionnalité.
faisant ainsi de la protection de l'environnement un indicateur du respect du droit des conflits armés. Donc ça, c'est assez intéressant. On est en 1996, on est après la conférence de Rio de 1992, on est en plein boom du droit international de l'environnement, qui est assez récent à cette époque-là. Le droit international de l'environnement, il est né en 1972 avec la première conférence, d'accord, de Johannesburg, 1972. Donc c'est assez récent à l'échelle du droit. 1996, voilà, on est en plein boom de, ce qu'on appelle la notion le concept de développement durable, est né, quelques années avant, voilà, donc mais c'est assez intéressant la manière dont se sont emparées les juridictions internationales de ceci, qui plus est, à l'occasion d'un conflit armé. L'objectif militaire, maintenant, donc c'est une règle du droit de la guerre, c'est une notion centrale du droit de la guerre, puisque seules les attaques faites aux objectifs militaires sont autorisées. Concrètement, en droit de la guerre. Seules les attaques faites aux objectifs militaires sont autorisées. 2 critères, doivent être remplis de façon cumulative pour pouvoir qualifier un bien ou une zone d'objectif militaire et donc en justifier sa saisine, sa destruction ou sa neutralisation. Il s'agit d'une part de la contribution effective à l'action militaire de la nature, l'emplacement, la destination ou l'utilisation du bien, et il s'agit d'autre part de l'exigence selon laquelle la destruction de cette zone ou du bien doit offrir un avantage militaire précis. C'est la nécessité militaire qu'on retrouve également là, cette nécessité militaire qui va justifier la transformation d'un bien ou d'un site en objectif militaire. Autrement dit, pour pouvoir bombarder une zone ou un bâtiment ou un bien, il va falloir que cette destruction, donc qui va découler de ce bombardement, c'est la destruction de ce bien ou de cette zone offre un avantage militaire précis. Qu'est-ce que c'est un avantage militaire précis? Le but de la guerre, quand on la commence, c'est de la terminer le plus tôt possible, en faisant le moins de dégâts possible. Donc là, l'avantage militaire, on va, pour savoir si oui ou non une destruction a permis un avantage militaire précis, c'est qu'il nous faut un peu de recul, parce qu'on ne le sait pas tout de suite, c'est, tout simplement de savoir si oui ou non ça a permis à la partie qui est à l'origine de ce bombardement, de l'opération, si ça lui a permis, de se rapprocher, heu, de la victoire, tout simplement. D'accord? Donc c'est ça un avantage militaire précis. C'est pour schématiser, hein, je schématise, j'ai beaucoup schématisé là quand même. Hem donc cette requalification en objectif militaire, elle est importante juridiquement parce qu'elle va avoir des conséquences non négligeables. Si un bien ou un site est qualifié d'objectif militaire, cela lui fait perdre sa protection juridique dont il bénéficiait auparavant. Donc s'il devient un objectif militaire, ça signifie que, il peut être neutralisé, bombardé, dégradé, et cetera. Alors, toutefois, on retrouve dans le droit des conflits armés, mais aussi dans l'ensemble des branches du droit international, ce qu'on appelle une logique de prudence. Donc là, je vous ai juste mis 2 exemples, hein, de dispositions, mais on aurait pu en faire, j'allais pas vous en faire un catalogue. Une logique de prudence face, notamment à des enjeux polymorphes et interdépendants. On va en dire un petit mot. Donc là, vous voyez, hein, des dispositions. En ce qui concerne les attaques, des précautions doivent être prises. Donc on a cette logique de précaution, de prévention, de prudence. Également l'article 56 que vous avez, derrière moi, paragraphe 3, qui parle de toutes les précautions possibles dans la pratique doivent être prises pour éviter que des forces dangereuses soient libérées. Ça, c'est, s'agissant d'installations vitales pour la nation, on y reviendra aussi. Cette logique, elle est imposée par ces articles. On la retrouve également en matière de catastrophes industrielles et technologiques, de même qu'en droit de l'environnement. Seule une lecture combinée, des articles, par exemple du premier protocole, hein, de 1977, pourrait tendre à une protection effective, de l'environnement en prévenant des dommages causés par les attaques qui visent, des infrastructures, par exemple, vitales, mais aussi, l'environnement, naturel.
Alors, il faut savoir, on parlait beaucoup, je vais passer rapidement là-dessus, mais c'est vrai qu'on a parlé, au sein de la première table ronde d'une multitude d'enjeux, en fait, d'un caractère quand même très diversifié, très polymorphe, des enjeux, hein, qui entourent, ces liens entre conflits, climat et maintenant environnement. Les enjeux, sécuritaires, des enjeux, sanitaires, environnementaux, économiques, sociétaux ils sont interdépendants. C'est-à-dire que c'est pas simplement un catalogue. Ils sont interdépendants. Non seulement ils sont interdépendants, mais en plus ils sont évolutifs. Et dans un contexte de changement climatique qui est démultiplicateur de risques, qui est de facteurs, d'insécurité, et bien, ce contexte de changement climatique, il ne permet plus aujourd'hui, mais on y reviendra un petit peu, c'est un peu le fil rouge, ne permet plus de penser face à ces interdépendances-là et aux dégradations de l'environnement commises en temps de conflit, une éventuelle remise en état des lieux en situation post-conflit qui peuvent garantir des conditions de vie suffisantes à la population à son retour. Donc c'est ce contexte de changement climatique qui va venir exacerber des choses qui sont préexistantes, hein, finalement, liées, à l'insécurité, environnementale. Alors, le cadre juridique proposé par le droit international, il est perfectible, hein, on va le voir, également, et il doit être en mesure d'anticiper des enjeux qui n'étaient pas pris en compte lors de sa rédaction. Là, on parle des conventions de Genève 1949. On parle des protocoles, là, le premier protocole 1977, le suivant 1999. Bon, on voit que depuis, il y a eu des choses, on va y venir également quand même depuis, mais effectivement, un certain nombre d'enjeux n'ont pas pu être, anticipés parce que les enjeux n'étaient pas les mêmes tout simplement. Mais on pourra y revenir ensuite. Alors, le degré ultime, on l'a évoqué en propos introductif, de l'encadrement des conflits armés à des fins de protection de l'environnement, c'est la prohibition des atteintes délibérées, qui est la clé de voûte de la protection de l'environnement à l'occasion d'un conflit. On a parlé, de stratégie en première table ronde, on ne va pas y revenir, la stratégie qu'il y a derrière, les attaques notamment, intentionnelles, hein, à l'encontre de l'environnement, de zones agricoles, de points clés, d'infrastructures clés, hein, pour la société. L'environnement et les éléments qui la composent sont victimes des conflits armés. Ils subissent des dégradations, voire des destructions. Donc, Mathilde l'a dit, soit directement à l'occasion d'attaques dirigées intentionnellement, soit indirectement à l'occasion d'autres attaques, ou encore à l'occasion de mouvements de population aussi, tout simplement, qui vont occasionner aussi des dommages environnementaux. Alors, malgré l'existence d'un encadrement juridique qui est de plus en plus important, les destructions intentionnelles de l'environnement, en temps de conflit, elles répondent donc à cette stratégie qui est assez courante, avec de nombreux exemples. Les conséquences environnementales et sanitaires sont dès lors proportionnelles à l'ampleur des dégradations et des destructions, et elles s'inscrivent dans le long terme, pouvant aller jusqu'à devenir irréversibles. On va voir que ce caractère d'irréversibilité, il est très important juridiquement. On en parlera, peut-être à l'issue de la présentation, concernant la question de la réparation ensuite. La question de la prohibition du fait, enfin des atteintes délibérées à l'environnement, elle tient aussi au fait que, cette atteinte délibérée à l'environnement, elle constitue une arme de guerre. Donc c'est en cela qu'elle est, prohibée juridiquement. Il y a une double intention, derrière la dégradation de l'environnement. D'une part, terroriser, affamer, affaiblir une population, un État, un système, et d'autre part, empêcher la reconstruction post-conflit. C'est-à-dire que lorsqu'on mène une opération, militaire en temps de conflit, on est déjà dans le coup d'après, c'est-à-dire le coup d'après, après le cessez-le-feu. Il faut savoir qu'en matière environnementale, lorsqu'il y a un dommage environnemental, bien souvent, il y a différents types de dommages environnementaux, évidemment, qui s'inscrivent dans des, temporalités différentes, mais bien souvent, la logique derrière, précisément ces atteintes délibérées, c'est, la question post-conflit. Après c'est le cessez-le-feu. C'est soit neutraliser une zone, en faire une zone tampon. On pourra y venir en parlant de ce qui s'est passé en 2006, la veille d'un cessez-le-feu, où des milliers, pour ne pas dire plus, on y reviendra sur les données, mines antipersonnelles ont pu être envoyées par Israël au sud du Liban pour justement créer cette zone tampon. Les casques bleus, ils travaillent encore, hein. Encore aujourd'hui, ils en ont encore pour un bout de temps si on les laisse travailler au sud du Liban. Hem Donc on voit que cette temporalité, elle est assez centrale, y compris juridiquement. L'intention ici, elle s'entend de la conscience et de la volonté, non seulement d'enfreindre le droit international et de porter une atteinte directe à l'environnement. Alors une petite illustration, sur, un conflit assez récent, et là précisément notamment de novembre dernier.
Alors, avec l'utilisation du phosphore blanc. Alors, il faut savoir, alors j'ai mis 2024, 2023, 2024 parce que le cessez-le-feu entre Israël et le Liban, officiellement, c'est le 28 novembre 2024. Il faut savoir que depuis le 28 novembre 2024, les attaques continuent quasi quotidiennement au sud du Liban, mais dans tout le pays, hein, pas uniquement au sud du Liban. Mais bon, j'ai gardé cette date de novembre 2024 parce qu'officiellement, le cessez-le-feu est à cette date. Alors, malgré l'existence de ce cadre juridique, l'armée israélienne a utilisé des armes interdites au Liban et notamment l'année dernière. Bon, c'était le cas également lors du conflit de l'été 2006. Plus récemment, des armes, du phosphore blanc a été utilisé. Alors le phosphore blanc, c'est une arme qui est à la fois, bon, toxique, mais surtout incendiaire, qui a des conséquences importantes sur l'environnement naturel et sur la santé, mais je dirais pas tellement moins que sur d'autres armes, par exemple des armes chimiques qui vont vraiment contaminer les sols sur, un temps assez long. Le phosphore blanc ne va pas contaminer les sols sur un très long terme, mais le principal dommage, c'est tout simplement, les feux de forêt qui sont occasionnés par le recours à cette arme. L'utilisation, du phosphore blanc, elle est spécifiquement interdite, cette utilisation, lorsqu'elle est utilisée, intentionnellement contre une arme, comme une arme incendiaire directement, contre des êtres humains ou pour, détruire l'environnement naturel. Donc ça, c'est le protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des armes incendiaires qui liste. Il y a une liste, hein, d'armes incendiaires. Parmi, cette liste, il y a le phosphore blanc, notamment dans le protocole 3, donc qui a été signé, le 10 octobre 1980 à Genève, qui fait, du phosphore blanc, non pas une arme incendiaire en tant que telle, mais lorsque le phosphore blanc est utilisé, heu, comme une arme incendiaire directement sur un environnement naturel, alors elle est considérée comme une arme incendiaire. On peut utiliser le phosphore blanc dans le cadre d'un conflit, si c'est pas utilisé intentionnellement à l'encontre d'un, heu, d'un, heu, hem, d'un élément naturel. Alors, il ne fait, voilà, aucun doute, si on en enfin, d'après les données, sur le fait que, le phosphore blanc a été utilisé, dans ce cadre-là, c'est-à-dire comme une arme incendiaire, de manière intentionnelle depuis, octobre, 2023 puisque cela touchait principalement des zones agricoles et naturelles et notamment des forêts au sud, du Liban, mais aussi, dans la Bekaa. Voilà, donc ça, c'était une petite illustration. Alors là, je vous mets, c'est un vous pouvez le consulter en ligne, c'est un rapport rendu par le CNRS avec le PNUD, donc le Programme des Nations unies merci, pour le développement, donc qui est en ligne, qui est assez complet, il y a tout un tas de données, mais pas uniquement sur l'environnement, évidemment, qui est assez complet. J'en profite pour dire qu'il y a, tout un tas de rapports là. Tout le monde, a voulu faire des rapports sur le Liban là, depuis 1 an. Bon, c'est bien, c'est très bien. Simplement, il y a des données assez contradictoires dans les différents rapports, y compris entre Banque mondiale, PNUD, enfin voilà. Donc c'est à prendre avec des précautions. Moi, je vais vous donner un certain nombre de données, voilà, qui émanent, principalement du CNRS libanais, donc avec, le PNUD, qui a été alors il y a un article, hein, d'un chercheur également qui a pu mettre en perspective justement ces différentes données, en mettant en exergue que, bah, il y a des contradictions et que, bah, il faut être vigilant, mais comme toute donnée évidemment, surtout pour un conflit aussi récent. Alors, la destruction de l'environnement, elle peut constituer ce qu'on appelle un crime de guerre. Le crime de guerre, il a été institué et défini dans le statut du tribunal de Nuremberg le 8 août 1945, dont on peut avoir une lecture extensive en l'absence de mention expresse de la dégradation de l'environnement naturel, hein, qui n'était pas la priorité de l'époque, évidemment, en incluant alors le pillage des ressources naturelles, mais également la destruction, la dévastation et la dégradation de zones naturelles à travers, donc si on en fait une lecture extensive. Mais le premier instrument international à avoir reconnu explicitement et qualifié les dommages causés à l'environnement de crimes de guerre, c'est le statut de la Cour pénale internationale, et notamment son article 8.
adopté en 1998 à Rome, qui précise qu'il faut entendre par crime de guerre le fait de diriger intentionnellement une attaque, sachant qu'elle causerait incidemment, donc là il y a toute une liste, des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu. Donc là, on retrouve les principes d'avantage militaire et les principes de proportionnalité derrière l'expression manifestement excessif. Donc voilà, c'est une définition qui est assez claire. On retrouve aussi le triptyque dommages étendus, durables et graves à l'environnement. C'est un triptyque qu'on retrouve aussi dans la définition, de l'écocide. On pourra y venir, également. Ce sont des critères qui sont cumulatifs, hein. Donc c'est très, très difficile de qualifier, un dommage environnemental en tant qu'écocide. Ce sont voilà, du fait du caractère cumulatif, de ces critères. On retrouve, dans cette on a ouais, donc voilà, donc on a différents critères et conditions. Alors un petit focus sur les installations et biens vitaux, de la nation. Ces infrastructures, et biens vitaux, ils ont, très tôt bénéficié, d'une protection juridique, en temps de guerre. 3 types de structures, hein, qu'on va évoquer rapidement. Les infrastructures vitales pour la nation, donc ça, c'est dans le secteur énergétique. Des biens indispensables à la survie de la population civile, ça, c'est le secteur agricole. Les installations et ouvrages contenant des forces dangereuses, ça, c'est dans le secteur industriel, mais aussi, chimique. Elles ont vocation à assurer, à garantir donc la disponibilité d'un minimum vital à la population et au bon fonctionnement de l'État, dans ces matières-là. Donc on a rappelé tout à l'heure qu'il y avait, l'existence des principes de nécessité militaire et de proportionnalité qui imposent le respect de ce qu'on appelle aussi, on n'en a pas encore parlé, le respect du critère de distinction. Il faut distinguer, heu, les, heu les cibles. Pour autant, des attaques fréquentes en temps de guerre, sur ces infrastructures et ces zones, et on en a parlé, on a donné pas mal d'exemples déjà en première table ronde, pour, justement illustrer, le caractère stratégique de ces destructions. Alors le secteur agricole, c'est, une cible clé. Principalement donc les infrastructures, agricoles. Donc là aussi, c'est encadré juridiquement. On le retrouve, au sein de l'article 54 du protocole du 1er protocole additionnel aux conventions de Genève de 1977. Donc vous avez ça, donc c'est très, très encadré. On en a parlé également, tout à l'heure. Alors là également, hein, l'exemple libanais, à la suite, alors notamment de l'utilisation du phosphore blanc, mais pas uniquement. Je me dépêche. Ouais. Ouais, ouais, OK, ça marche. Ouais, 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 pas de souci. Donc voilà, sur la calamité agricole. Alors simplement, c'est coupé du coup. Tiens, mais c'est peu importe, on pourrait y revenir. Alors tout ça pour dire que, l'encadrement juridique, il est assez, complet. Il est assez complet. Heu, Comme mot de la fin, ce qui est important, de souligner, c'est qu'il y a une nécessité de penser les dommages environnementaux bien en amont des conflits finalement, avant même que la guerre commence, et surtout d'anticiper la gestion post-conflit, à l'instar de la gestion post-catastrophe et notamment les questions de déminage, des déchets, des pollutions, et cetera. Merci. Merci beaucoup. On aura un peu de temps, oui, bien sûr. On aura certainement, du temps pour les questions pour compléter. Alors donc je vais maintenant pouvoir passer la parole à François Grunewald, donc qui est en ligne normalement. Oui, Est-ce que tu peux est-ce que vous m'entendez? super. Oui, on t'entend. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. On t'entend pas hyper bien, François. Mmh. Mmh. Pas du tout même. Ouais. Ouais. Ah. Ouh là. Merci, salut. François? Mmh. On t'entend vraiment pas du tout. Là, vous m'entendez mieux? Oui, très bien. Voilà. Donc, vous allez Super. tourner mon PowerPoint parce que je suis à distance. Ouais, Donc, bien sûr, alors je m'en occupe. peut-être un point. Donc, moi, j'ai été un peu
j'ai pris conscience de ça dans des discussions avec mon prof, René Dumont, le fameux agronome René Dumont, qui avait 10 ans au début de la Première Guerre mondiale et qui a vu les terribles destructions qu'il y a eu dans le nord de la France sur les champs, les maisons, les zones complètement détruites par la guerre. Et puis donc j'ai ensuite travaillé là-dessus, donc beaucoup au Cambodge, où j'ai pu donc voir un peu tout l'impact de ce qu'avaient été les bombardements américains dans le sud du Cambodge et l'ouest du Cambodge. Et puis j'ai ensuite accompagné un peu le processus cambodgien et vu comment au moment où la paix arrivait, on voyait des conséquences non prévues de la paix qui étaient en fait euh, les mines, ça avait protégé. François, ça a coupé, on ne t'entend plus. Mm. PHI. Ouais. François, est-ce que tu penses que tu peux couper ta caméra pour qu'on entende mieux Bon, ça m'a l'air très compliqué quand même. Eh ben, il est plus là. Donc, il y a vraiment un manque de comme on peut s'y attendre Oui, en Ukraine. allô, Oui, allô, oui, allô. oui, François. Oui, je suis de retour, donc ça coupe un petit peu. Voilà. Merci. Est-ce que tu Donc, penses que tu un peux autre. couper ta caméra? Attends, excuse-moi. Est-ce que tu penses que tu peux couper ta Oui, caméra oui, pour alors, qu'on t'entende oui, oui, peut-être mieux? je l'ai coupé. Bien sûr, Merci elle beaucoup. est coupée maintenant. Super, merci. Voilà. Donc autre élément que j'ai aussi regardé beaucoup, c'est tout ce qui est l'impact de la présence des réfugiés et des déplacés, qui sont souvent issus donc des conflits, sur l'environnement. Ça a évidemment des impacts massifs en termes de dégradation, de déboisement, etc. Prochaine slide. Oui. Donc, donc depuis le début, j'ai commencé à travailler sur ces questions-là en Ukraine en 2020, lors de formations que j'ai eu à mener le long des villes dans les villes de la zone de front, de Sloviansk à Mariupol, avec la protection civile ukrainienne, la Croix-Rouge ukrainienne et puis les acteurs municipaux. Et puis j'ai continué ce travail au cours d'une dizaine de missions sur l'ensemble des zones de conflit du pays pour essayer de voir sur le terrain qu'est-ce que ça voulait dire et qu'est-ce que voulait dire donc à la fois l'impact militaire sur le front, mais l'impact militaire sur l'énergie, l'impact militaire sur l'eau et l'assainissement, l'impact militaire sur la santé, l'impact militaire sur les villes. Donc j'ai regardé toutes ces choses-là en détail sur l'ensemble de l'Ukraine. Slide suivante. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'évidemment, les problèmes environnementaux en Ukraine, ils datent d'avant la guerre. C'était donc, vous allez passer à la slide suivante. Donc, il y avait d'abord beaucoup de pollution liée à l'exploitation. Aïe, aïe, aïe. Bon, désolé pour ces petits problèmes de connexion liés au direct. C'est le prix à payer pour avoir des gens sur le terrain. Euh, c'est pas très clair. François, on t'a encore perdu. Des mines de charbon, de fer, toute l'industrie. Donc, slide. On va peut-être passer aux questions-réponses en attendant que la connexion se rétablisse. François, si jamais, j'imagine que c'est compliqué pour toi, mais on ne t'entend plus, donc on va peut-être passer aux questions-réponses avec l'audience et récupérer François si jamais c'est possible dans les minutes qui suivent. La raison pour laquelle c'est un petit peu haché, c'est qu'on tenait vraiment à l'avoir parce qu'il y a cette perspective terrain qui est extrêmement enrichissante par rapport aux autres propos qu'on a eus. OK, Voilà. voilà. Donc, Et ben voilà. voilà, je suis désolé. Hein,
Pas de Donc, souci, on t'écoute. On passera aux questions plus tard. voilà, donc il y a eu, alors donc il y avait toutes ces questions autour déjà de l'impact de la guerre, de l'impact de l'environnement avant, et puis évidemment quand la guerre a démarré, les questions environnementales ont pris des formes très 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 dures sur, alors d'abord en direct sur l'ensemble des zones de front, mais en fait sur l'ensemble du pays. Alors donc slide suivante. Le, le premier élément, c'est tout ce qu'on appelle la contamination du champ de bataille. Donc, ça a déjà été mentionné tout à l'heure. Donc, je fais des redites un peu illustrées de ce qui a déjà été dit. Mais donc, le champ de bataille, c'est à la fois la présence de beaucoup de débris militaires, de produits chimiques, d'impact direct de l'explosion, mais aussi beaucoup de destruction des sols par le passage des engins lourds. Désolée, oui. Voilà, je suis désolé. Hein, c'est là, on a commencé à rouler, c'est la nuit dehors. Donc voilà. Et donc la réponse à la contamination du champ de bataille, c'est ce qu'on appelle battle area clearance, donc tout ce qui est la décontamination de ces zones, mais c'est évidemment très compliqué, et notamment parce que ça doit se passer alors que la guerre n'est pas finie, et que si on attend que la guerre soit finie, on aura oublié la mémoire des zones. Donc ça, c'est très compliqué. Slide suivante. Alors, l'autre élément particulier de la guerre en Ukraine, c'est l'énorme quantité de débris urbains qui viennent de toute la destruction de ces villes. Et c'est des millions de mètres cubes de matériaux qui sont souvent d'ailleurs très contaminés en amiante, parce que c'était un matériau très utilisé pendant l'Union soviétique, mais qui sont aussi pleines de munitions non explosées, de bombes, de pièges, de booby traps, comme on dit, etc. Et donc, le nettoyage de ça est très compliqué. Alors, d'abord, en termes de quantité, hein, parce que c'est des millions de mètres cubes, et en termes de technicité, parce On va passer aux questions-réponses. On est désolé. François, je crois que ça coupe et du coup, on ne t'entend plus. Donc malheureusement, on va passer aux questions sans aucune transition du tout. On en a en ligne aussi déjà, mais ouais, François, je suis désolée, ça coupe vraiment complètement, quoi. On va passer aux questions-réponses. Donc, on va vous passer un micro et si vous avez des éléments, peut-être qu'on pourra reprendre François en fin de présentation. Mais je pense que pour le moment, on va peut-être euh, un petit peu Oui. enchaîner. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, au fond. Merci beaucoup pour votre présentation. Moi, j'avais une question pour Charlotte Touzeau-Fadel sur l'écocide. Peut-être que c'est un peu découpé. Sur les critères cumulatifs et ce que vous avez un peu énoncé. En fait, à quel point c'est possible de faire condamner un État pour écocide quelle est la juridiction voilà, pour développer un petit peu sur ce point-là. Merci. Merci. Alors là, on va rester dans le cadre d'un conflit armé, parce qu'on peut y avoir des écocides en dehors des conflits armés. Dans le cadre d'un conflit armé, ça va être alors déjà, c'est difficile, hein, tout court, de faire condamner, a fortiori un État, parce que voilà, a fortiori un État pour écocide. En temps de paix, déjà, c'est très difficile, hein, parce que c'est les mêmes critères, hein, cumulatifs. C'est vraiment ce caractère cumulatif, qui rend la chose difficile, que ce soit à la fois, étendu. Ça peut être géographiquement, voilà, ça peut être sur, vraiment le dommage, enfin, l'étendue du dommage en lui-même, grave. Donc sur la gravité, la notion de gravité en droit, elle est particulièrement, difficile à qualifier.
Sur la gravité, donc il faudra des expertises, des contre-expertises, voilà. Mais sur la notion de gravité, c'est difficile. Alors ça va dépendre de ce qui est, détruit ou dégradé à l'occasion, bon, c'est généralement c'est détruit et pas seulement dégradé à l'occasion d'un écocide. Il y a certains éléments de l'environnement qui, du fait de leur statut, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais du fait de leur statut juridique, va faire qu'on pourra davantage parler de gravité. Par exemple, une zone humide qui est détruite, c'est grave parce que la zone humide, elle est juridiquement, encadrée, enfin sa protection est juridiquement encadrée, au niveau international, on a la convention de Ramsar, hein, signée en 1971, qui, fait que c'est un milieu, fragile, un milieu vulnérable, de ce fait-là, son statut juridique, permet une protection renforcée, et donc s'il est détruit, on pourra davantage qualifier, la gravité. Mais là, c'est un critère sur les 3. Et ensuite durable, la durabilité, c'est très difficile aussi. La durabilité, par exemple, sur l'écocide en France, hein, qui n'est qu'un délit, hein, ça c'est une parenthèse, mais notre législateur en a fait un délit et non pas un crime, hein. Bon, c'est un autre sujet. En tout cas, alors que tous les autres pays, c'est un crime, hein, dans tous les autres pays de l'Union européenne, et dans le monde, sauf nous. Bon. La notion en France, par exemple, mais ça reprend quand même des considérations internationales, la durabilité, c'est si le dommage s'étend au-delà de 7 ans. 7 ans, au-delà de 7 années, je veux dire ça parce que c'est au-delà de 7 années. Bon, pourquoi pas 6, pourquoi pas 8, c'est 7 ans, c'est comme ça. Bon, il fallait, trancher, si c'est au-delà de 7 ans. Bon, donc là aussi, il faudra des expertises, des contre-expertises, enfin, c'est très difficile. Il faut voilà, donc là, les 3 critères en même temps, c'est très difficile à qualifier. En temps de conflit armé, du fait du caractère dérogatoire, de la circonstance, on l'a dit au tout début, hein, de la présentation, du fait du caractère exceptionnel qui entraîne une dérogation au droit commun. Le droit commun, là, c'est le droit, de l'environnement, donc qui vient protéger l'environnement, qui peut du coup qui gagne en souplesse du fait des circonstances. Voilà, je vais pas dire impossible parce que je suis de nature optimiste et que je crois, fermement dans le droit international et dans le droit tout court, mais ça va être très difficile. J'avais un peu une question pour faire suite. Est-ce que Poutine pourrait être condamné pour écocide là en Ukraine, et pour faire un peu le parallèle, pour savoir un petit peu là, bon, ça c'est les débris urbains, mais tout ce qui est de patrimoine naturel qui a été détruit pendant la guerre en Ukraine. Ah bah, je vais revenir sur les critères. Je vais revenir sur le triptyque, hein, sur les critères, tout simplement, et sur aussi ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire les principes, généraux du droit, la nécessité militaire, la proportionnalité. C'est-à-dire que pour être condamné, déjà, il faut que ça aille devant une juridiction, déjà. Ça, c'est le premier élément qui est déjà très difficile aussi, hein. Il faut qu'une juridiction soit compétente pour connaître des dommages environnementaux à l'occasion d'un conflit armé. Bon, déjà, c'est un premier obstacle. Ensuite, il faut que ça aille devant une juridiction et puis le juge, lui, ce qui va l'intéresser, c'est, l'encadrement juridique, hein, de la circonstance. Donc il va reprendre, ce qu'on a vu, hein, le droit des conflits armés, les principes, tout ça. Il va s'intéresser si, par exemple, on va reprendre le cas de la zone humide parce que là, j'ai que ça en tête, je sais pas pourquoi. Mais, la zone humide, si elle est détruite, le juge, il va se demander: «OK, elle a été détruite à telle date, à l'occasion de telle opération militaire. Est-ce que cette opération militaire était nécessaire ou non? Est-ce qu'elle était proportionnelle? Dans quel cadre elle a été?» Il va reprendre, il va dérouler tout, l'encadrement juridique. Donc là aussi, ça va dépendre. On peut pas, je vais pas, m'avancer, sur des, supposées condamnations et ni, être, la bouche d'un potentiel juge qui viendrait, condamner. Merci. Oui, je vais juste prendre une question en ligne rapidement avant de répondre, avant de prendre les deux autres questions qui sont là. Il y a une personne qui demande comment est-ce que les conséquences environnementales peuvent affecter les sociétés et engendrer de nouveaux conflits. Et c'est exactement ce qu'on a pu étudier dans la note avec le principe de rétroaction. Donc je voulais que Mathilde, tu répondes un peu à cette question avant de prendre les autres dans la salle. Merci. Oui, effectivement, donc dans la note, une des raisons aussi pour laquelle on s'est attardé, aux dégradations environnementales des conflits, c'est d'une part parce que c'est des dégradations qui sont intentionnelles et donc qui font partie de ce continuum qu'on décrivait, instrumentalisation, arsenalisation. Mais la raison aussi pour laquelle on souhaitait étudier cette empreinte environnementale, c'est aussi parce qu'elles s'inscrivent dans une dynamique de rétroaction. Je vais essayer de revenir aux slides avant celle de François.
Mais en fait, ce qu'on essaie de... Voilà. Donc, ce que vous voyez à l'écran, là, c'est le phénomène de rétroaction que nous décrivons, puisqu'en effet, les dégradations environnementales engendrées par les conflits entraînent, quand elles sont exploitées dans une forme de cercle vicieux, contribuent à cette dynamique circulaire, cette double matérialité. Donc, je vais essayer de clarifier un petit peu et de détailler ce graphique pour que ce soit un petit peu plus clair. Mais l'objet de ce graphique, c'est d'illustrer les interactions qu'il y a entre dynamique conflictuelle, entre changement climatique et dégradation environnementale. Au début, donc à droite, enfin à ma droite, on observe donc le point de départ de ce cercle vicieux, c'est l'émergence de dynamiques conflictuelles qui incluent des conflits armés, mais pas que. On a aussi d'autres types de conflits qu'on peut voir. La deuxième étape après, c'est les différentes pressions qui vont être exercées sur l'environnement par les différents conflits en question, qui dégradent donc directement et indirectement les écosystèmes, qui participent aussi à l'intensification des changements climatiques et provoquent des vulnérabilités qui, elles-mêmes, comme on disait en première table ronde, peuvent être instrumentalisées et utilisées comme des leviers stratégiques. La troisième étape de ce cercle vicieux, c'est le fait que les conflits accentuent donc la vulnérabilité des populations affectées, affaiblit leur capacité de résilience, ce qui fait qu'on boucle ensuite ce cercle vicieux, puisque cette vulnérabilité-là, elle peut ensuite à son tour être exploitée comme un levier stratégique dans de nouveaux conflits. Donc ce que vous montrez, c'est qu'en fait les dommages environnementaux des conflits sont problématiques en soi pour les impacts socio-environnementaux, mais aussi parce qu'ils vont vraiment participer à nourrir ces dynamiques conflictuelles avec un effet qui peut être perpétuel, en fait, une dynamique perpétuelle. On a un cas, et c'est quelque chose qu'on développe un petit peu dans la note, on essaie d'illustrer ce phénomène de rétroaction à travers l'exemple du Soudan. On voit qu'il y a une rétroaction entre factions militaires, vulnérabilité climatique et dégradation environnementale. Donc le Soudan, pour un petit peu de contexte, c'est un pays qui est plongé dans une crise politique et militaire majeure, en guerre civile depuis 2023 entre les forces armées soudanaises, les FAS, et les forces de soutien rapide, les FSR. Et c'est un conflit qui est une véritable catastrophe humanitaire, avec la mort de plus de 150 000 personnes, le déplacement de 13 millions d'individus depuis avril 2023. Au-delà de ce contexte-là, on a aussi un pays qui est fortement soumis et extrêmement vulnérable au changement climatique, très exposé à ses conséquences et aux impacts, avec des sécheresses qui frappent très régulièrement le pays, des canicules, avec des températures estivales qui frôlent très régulièrement les 50 degrés Celsius, des inondations, une désertification, une érosion croissante. L'eau aussi constitue un enjeu pour le pays, la question de la sécurité hydrique, en plus de la question de la sécurité alimentaire. Et donc, on voit dans le cas de ce pays qu'il y a une instrumentalisation, comme on décrivait, des ressources hydriques et des ressources alimentaires qui sont exploitées de manière délibérée par les belligérants du conflit. On a donc l'eau du Nil, qui est une ressource absolument essentielle pour les Soudanais, notamment pour l'agriculture, pour l'eau potable, la pêche, etc. Et on a des frappes et des bombardements aériens qui détruisent délibérément les infrastructures hydrauliques et qui vont donc priver des communautés, des districts entiers d'eau potable. On a les FSR en particulier qui ont visé des barrages, des stations de purification et des systèmes de distribution urbains. Dans le cadre de leur stratégie militaire, une infrastructure qui a été touchée, par exemple, c'est le barrage de Djebel Laoulia, qui est en amont de Khartoum. Voilà. Donc il y a cette instrumentalisation des ressources hydriques, des eaux du Nil, mais aussi des ressources et de la vulnérabilité agroalimentaire à travers notamment le blocage de l'accès à l'aide, avec des factions militaires qui délibérément aggravent la famine en ciblant les travailleurs humanitaires et aussi les bénévoles locaux, et qui donc entravent vraiment les opérations d'aide qui sont supposées remédier à cette insécurité alimentaire. Et en ce sens, il y a beaucoup d'articles qui citent cette famine comme une arme de guerre qui est employée par les différents parties du conflit. On a donc des conséquences environnementales majeures sur l'approvisionnement en eau, sur l'agriculture, la pêche, le transport, la production. On a donc cet effet en cascade qu'on décrivait, qu'on peut voir au Soudan, avec du coup un système d'irrigation qui a été endommagé, avec une production agricole au Soudan qui a diminué de 46% entre 2023 et 2024.
Et donc la rétroaction en question, après vous avoir détaillé les premières étapes de ce cercle vicieux, c'est qu'on voit qu'elle porte fortement atteinte à la résilience de la société soudanaise, que les populations perdent leurs sources de revenus, leur accès à la production alimentaire, que ça anéantit complètement leurs moyens de subsistance et que ça enchaîne ensuite des tensions sociales extrêmement fortes avec des litiges fonciers notamment qu'on a pu constater, des affrontements intercommunautaires aussi violents, mais également des déplacements massifs. Et c'est en ce sens que on peut parler du cercle vicieux qui exacerbe les tensions. Et donc, pour revenir aux propos introductifs d'Éléonore, c'est pour ça qu'on parle de double matérialité, en fait, quand on utilise ce concept, c'est pour faire référence à la manière dont les conflits armés et les vulnérabilités vont se renforcer mutuellement. Donc, l'un a un impact sur l'autre. Et inversement. Donc voilà pour ce concept de rétroaction qui pour nous était important d'illustrer parce que ça nous permettait de faire le lien et de montrer encore une fois que les dommages collatéraux ont des impacts sur ces dynamiques conflictuelles-là et qu'elles participent à l'accroissement de ces tensions. Voilà. Merci. On va prendre donc les questions dans la salle. Il y en a une au fond et une devant, il me semble. Oui, bonjour, bonjour, merci pour les interventions. Alors, je reviens sur l'écocide du coup, mais on refait le pont avec ce qu'on disait aussi avant. Ouais, sur l'écocide, j'avais cru comprendre qu'il était en cours d'intégration au sein du statut de Rome, enfin qu'il y avait des réflexions pour l'intégrer, mais que ce n'était pas encore fait et qu'il fallait 2 tiers des États qui avaient ratifié, donc en gros plus de 80 États, pour le faire entrer dans le statut de Rome. Ça en est où ça? Est-ce qu'il y a une montée en puissance du nombre d'États prêts à aller plus loin ou pas? Et notamment, j'avais cru lire plutôt dans la presse que l'Ukraine, par exemple, poussait énormément pour intégrer l'écocide dans le statut de Rome. Quelle est la dynamique aujourd'hui là-dessus? Est-ce qu'on va vers en fait une intégration là-dedans ou pas tant que ça et on a encore pas mal d'années à attendre avant l'intronisation dans le statut de Rome? Voilà. Merci pour cette question. Alors, c'est toujours, on va dire, en stand-by. Il n'y a pas encore d'avancée suffisamment sérieuse pour pouvoir se réjouir d'une intégration au sein de cet instrument juridique. Voilà. Oui, il y a une autre question juste là devant. Merci, Sally. Merci beaucoup. C'était pas vraiment une question, c'était simplement pour revenir sur la question qui a été posée par je ne sais plus vraiment qui derrière moi, sur, la possibilité de faire condamner, Vladimir Poutine pour, crime d'écocide justement. Je suis conseillère juridique en droit des conflits armés, aussi et justement, parce que le crime d'écocide n'est pas, un crime qui entre dans le champ de compétences de la Cour pénale internationale, qui donc est compétente pour juger les individus qui se seraient rendus coupables de génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre ou crime d'agression. Finalement, ça ne sera pas pour crime d'écocide que Vladimir Poutine pourrait être éventuellement un jour condamné par la Cour pénale internationale, mais plutôt pour crime de guerre parce que les atteintes graves, durables et étendues à l'environnement, dès lors qu'elles sont manifestement excessives par rapport à l'avantage militaire direct et attendu, constituent un crime de guerre. Et donc c'est éventuellement sur ce fondement-là, mais en effet pas pour crime d'écocide. Pardon, c'était juste cette. Merci. Merci pour ces précisions. Oui, il y a une autre question. Merci. Bonjour, j'avais une question sur l'intelligence artificielle. Est-ce que le fait qu'il y ait une course à la technologie sur l'intelligence artificielle et l'utilisation de data et donc d'une ressource en eau qui est énorme, est-ce que ça a un impact sur les enjeux et sur les conflits actuels? Et est-ce qu'on a des données là-dessus? Alors, je n'ai pas forcément conscience d'études qui montrent le lien qu'il y aurait entre utilisation de l'eau à des fins numériques ou pour l'intelligence artificielle, donc pour des centres de données, etc., avec des dynamiques conflictuelles. En revanche, ce qu'on sait, c'est que les data centers, pardon, les centres de données, voilà, participent à du coup cette surconsommation de l'eau et aussi de l'énergie, et donc participent à mettre en tension le système hydrique de certains pays. Donc on ne peut pas forcément retracer directement, je pense, ou du moins pas dans ma connaissance,
le lien entre IA et dynamique conflictuelle qui serait provoquée par l'eau. En revanche, on sait que ça participe à accroître les tensions parce que c'est une consommation supplémentaire qui va accroître les tensions, notamment dans des pays qui sont déjà sous tension. Mais après, le lien peut être fait avec l'IA, mais ça peut aussi être fait avec d'autres secteurs qui sont extrêmement énergivores. Et on l'a étudié notamment dans le cadre de la note sur la diplomatie climatique des États du Golfe, des États du CCG, plus précisément, donc Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Bahreïn, etc. Et ce qu'on voyait, c'était que les modes de consommation de l'eau, c'était donc notamment la consommation numérique, mais également l'utilisation des clims, tout ce système-là participait vraiment à mettre en tension le système. Donc voilà, c'est pas une réponse vraiment qui répond à votre question, mais je pense que la raison aussi, c'est parce qu'il n'y a pas forcément d'études qui retracent directement le lien avec ça. Voilà. Oui, on a une question devant aussi. Merci, Sally. Bonjour, merci beaucoup Charlotte pour la présentation. J'avais une petite question sur les principes de proportionnalité et de nécessité militaire et sur la question de l'interprétation en fait par les différentes parties prenantes. Est-ce que, enfin, comment dire, est-ce qu'il peut y avoir des désaccords justement, un parti dit: «Bah, si c'était proportionnel, c'était nécessaire», l'autre non. Comment ça se passe dans ces cas-là? Ça, c'est la première question et la deuxième question, c'est sur les condamnations possibles. Est-ce que c'est des indemnités financières? Est-ce qu'on peut, avoir une condamnation plus sévère? Quelles sont, voilà les condamnations possibles? Merci. Merci pour cette question. Alors effectivement, bien sûr que ça va occasionner des débats, de vifs débats entre les belligérants notamment sur la proportionnalité, hein, davantage que sur la nécessité militaire. Sur ensuite ce qu'il est possible sur les possibles sanctions, alors ce qui est intéressant, on a de la jurisprudence, qui permet en fait, principalement de faire reconnaître la responsabilité, d'un belligérant, dans le cadre d'une dégradation, voilà, de l'environnement, en temps de conflit et donc ensuite, qu'il y ait des demandes à la suite. Alors ça me permet de faire un point sur la question de la réparation, derrière en fait à la suite de la reconnaissance d'une responsabilité, de ce type de responsabilité, puisqu'en fait il y a différents types, de réparations qui peuvent être demandées à un belligérant, qui serait à l'origine d'une dégradation ou d'une destruction. Première réparation qui est celle à privilégier en droit de l'environnement, qui est la réparation en nature. Donc, il s'agit d'une remise en état, d'une réhabilitation du territoire, etc. Lorsqu'elle est possible techniquement et lorsque le dommage n'est pas irréversible. Sinon, ce n'est pas possible. Donc ça, c'est une première chose et je tiens à souligner, parce qu'on n'aura pas le temps, à mon avis, d'en parler, mais des récents travaux de la Commission de droit international sur la question de la protection de l'environnement en temps de conflit armé et qui permet il y a un rapport de la Commission internationale qui propose 28 principes. Il y en a la moitié, pour faire simple, qui permettent d'asseoir ce qui existait déjà, enfin ce qui était préexistant, et l'autre moitié, c'est davantage de la prospective juridique, notamment sur le fait que les parties prenantes, qu'elles soient vainqueurs ou vaincus, même si c'est moins simple dans les conflits contemporains de parler de vainqueurs ou vaincus, mais bon, c'est un peu l'idée, que toutes les parties au conflit, en fait, tout simplement participent à la réhabilitation des territoires. Donc ça, voilà, ça peut être une avancée en tout cas en ce sens. Et lorsque ce n'est pas possible, il y a la réparation par compensation ou bien la réparation pécuniaire qui en fait permet de faire demander des indemnisations, une indemnisation pour notamment pouvoir réparer le coût d'une pollution par exemple ou d'une remise en état par un belligérant, voilà. Et puis, on a un modèle qui est assez unique de l'existence d'un fonds d'indemnisation qui a été notamment créé par la Commission d'indemnisation des Nations Unies en 1991 dans le cadre du conflit qui a opposé l'Irak au Koweït. C'est un fonds d'indemnisation spécial qui a été créé dans le cadre d'une réclamation environnementale. Et l'avantage de ce fonds d'indemnisation, alors le fonds d'indemnisation, on l'utilise, c'est un outil juridique, hein, on l'utilise lorsqu'en fait on ne peut pas réparer par les autres voies classiques, c'est-à-dire devant un juge ou que voilà.
Donc c'est un outil, ça reste un outil juridique, mais à part, enfin spécifique, ad hoc. Et l'avantage du fonds d'indemnisation, c'est qu'il permet un suivi des indemnités qui sont allouées et de s'assurer que les indemnités allouées à l'État qui reçoit l'argent va bien être utilisé dans le cadre d'une reconstruction, d'une réparation environnementale, d'une réhabilitation ou alors une compensation si c'est pas possible techniquement. Donc ça, c'est des choses que le droit international prévoit et qu'il est possible de demander voilà, aux belligérants. Charlotte, il y a encore une question pour toi. Oui. Sur l'écocide, encore une fois, on y retourne. Est-ce qu'un écocide peut être considéré comme un élément constitutif d'un crime de génocide? Alors, il y a plusieurs choses dans la question. Alors non, tout simplement parce que l'écocide, c'est un crime, en lui-même, enfin, un crime à part entière. Donc c'est pas un crime, enfin, c'est une infraction. Donc une infraction ne va pas venir, alimenter ou être une partie, enfin, soit, matériellement ou intentionnellement et cetera, va constituer un critère pour, qualifier un autre crime. Donc c'est 2 crimes vraiment à part entière, qui ont une définition juridique très précise, génocide et écocide. Il faut savoir que l'écocide, en gros, ce serait le pendant environnemental du génocide. Rien qu'en dans le mot en lui-même, voilà, on retrouve cette idée. Il faut savoir qu'on parle beaucoup de l'écocide, c'est, on va dire, entre guillemets, le climat qui cache la forêt, hein. Mais en fait, il y a quelque chose qui est plus, enfin, on l'a dit que c'était très compliqué de qualifier l'écocide, mais c'est aussi parce que c'est moins souvent le cas. Par contre, il existe ce qu'on appelle les écocrimes, tout simplement, y compris en matière, à l'occasion de conflits armés. Et donc, cet écocrime, alors, crime, alors pas au sens de criminalité environnementale, au sens de criminalité organisée dont on a pu parler, hein, des trafics, etc., pas ça du tout, mais au sens d'une infraction qui est commise à l'encontre d'une convention internationale qui viendrait protéger un milieu, un habitat, une espèce, etc. Et donc, ces écocrimes, voilà, peuvent être poursuivis de même que l'écocide, mais en tout cas, non, c'est 2 choses. Alors, il peut y avoir les 2 hein, pour un même conflit, hein, crime d'écocide et crime de génocide, mais c'est 2 choses à part. Simplement, je voudrais juste ajouter une petite chose par rapport à la question, qui m'a été posée tout à l'heure. Il faut savoir que bon, on n'a pas parlé, de l'effectivité du droit international, on pourra en parler très longtemps. On ne va pas le faire, je vous rassure. Mais simplement, dans le cadre justement de la réparation ou de ce qui peut être demandé aux belligérants, on n'a pas eu le temps de le projeter, mais le cas du Liban en 2006, avec la destruction. Ouais, bah oui, on peut en 3 minutes. Je peux en 2 aussi. Ouais. C'est pas moi. Après, ouais, du coup, c'est bien après. En 2006, en fait, il y a eu différents types de dommages, environnementaux, donc dans le secteur notamment énergétique, puisque, Israël a bombardé, la centrale électrique de JR et ce qui a causé une marée noire, assez importante, puisque, eh bien, cette marée noire, donc c'est la destruction des réservoirs de carburant qui étaient à proximité de la centrale électrique qui a causé, la marée noire, qui s'est étendue de la côte libanaise jusqu'à la côte syrienne. 30 000 tonnes de carburant sont déversées directement dans la Méditerranée, qui a contaminé 150 kilomètres de côte libanaise et syrienne. Donc l'impact, je passe vite hein, sur l'impact environnemental évident enfin, de cette marée noire. Pour autant, ce qui est assez intéressant de souligner, alors, voilà, c'est ça. Il y aurait beaucoup de texte, mais encore, je l'ai faite courte. C'est le fait que ce cas illustre le caractère très limité de l'effectivité du droit international en la matière, puisque depuis 2006, 16 résolutions ont été adoptées par l'Assemblée générale des Nations unies à l'encontre de l'État d'Israël. La dernière, c'était en 2021. En demandant toujours la même chose, vous pouvez avoir les 16 sous les yeux, c'est mot pour mot la même chose, hein, voilà. Simplement là, le secrétaire général, je vous ai mis quelques passages, mais le secrétaire général, donc des Nations unies a jugé très préoccupant le fait que le gouvernement israélien ne reconnaisse pas sa responsabilité et cetera. Donc là, on en est, voilà,
On en est là. Israël doit quelques centaines de millions de dollars au Liban du fait de cette marée noire. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est prononcé sur la question, l'Assemblée générale des Nations Unies à 16 reprises. Israël ne reconnaît pas sa responsabilité dans cette marée noire, donc évidemment ne va pas payer. Donc voilà, donc là on arrive à une limite sur l'effectivité du droit international. Donc alors ce qui était intéressant avec avec ce qui s'est passé. Alors, il y a la marée noire, et puis il y a aussi, pour terminer juste sur le 2006, c'est qu'il faut savoir qu'il y a eu un accord voilà, de cessez-le-feu qui a été. Ça a été très bref, ça a duré 34 jours. La guerre en 2006, donc c'était en plein été, 34 jours, un bon mois, où en fait, en 34 jours, il y a eu plus de 7 millions de munitions, roquettes, munitions antipersonnelles principalement, qui ont été lancées par Israël en 34 jours au sud du Liban. Plus de 7 millions en 34 jours. Je ne sais pas si on peut se rendre compte de l'intensité des bombardements. Et notamment, principalement, juste avant le cessez-le-feu. Alors ça, c'est une stratégie qui est propre à cet État, de la veille ou l'avant-veille d'un cessez-le-feu, de tout donner. Bon, c'est assez classique. C'est évidemment et les munitions antipersonnelles et le fait de bombarder autant dès l'instant où il y a un cessez-le-feu enfin, il y a un accord de cessez-le-feu qui est prévu, on a une date, on a tout ce qu'il faut, etc. Évidemment, c'est prohibé par le droit international. Ce qui entraîne des pollutions énormes. Je vous parlais tout à l'heure de la finule, mais la finule, notamment les casques bleus, les forces intérimaires pour les Nations Unies au Liban, travaillent pour partie sur ce qu'on appelle le déminage opérationnel, donc de la Blue Line, de la ligne bleue. Donc opérationnel parce que c'est à des fins militaires, à des fins d'une possible ligne de démarcation. Donc potentiellement une possible frontière reconnue par les deux États entre le Liban et Israël au sud, ce qui prend un temps fou, c'est centimètre par centimètre. Voilà, ça prend un temps assez incroyable pour déminer tout cela. Donc Israël a donné des plans qui sont plus ou moins lisibles pour savoir où étaient les munitions, etc. Mais c'est très compliqué. Il y a aussi du déminage humanitaire qui est opéré par un certain nombre d'ONG, mais qui ont d'autres objectifs, mais ils travaillent ensemble sur les mêmes zones. Et donc ça, le but, c'est effectivement que sur certaines zones, eh bien, le retour des populations n'est toujours pas possible 20 ans après, et on a encore pour un moment assez certain. Merci beaucoup. On va pouvoir conclure. Je voulais vous poser une question sur les recommandations que vous auriez, mais on n'aura pas le temps, donc n'hésitez pas à aller lire la note qu'on a publiée donc aujourd'hui, où il y a un certain nombre de recommandations à destination, notamment des forces armées et de sécurité, pour mieux prendre en compte cette intersection entre climat-conflit et les vulnérabilités climatiques. Et encore une fois, on s'excuse pour les problèmes liés à la connexion, mais on aura le plaisir de rencontrer François Grunewald pour un podcast dans les prochaines semaines. Donc, vous pourrez avoir toute son expertise dans un podcast de l'Observatoire Défense et Climat, donc, qui s'appelle Sur le front climatique, qu'on vous invite à aller trouver dès maintenant pour voir les premiers épisodes. Merci à tous d'avoir été présents ce soir. N'hésitez pas donc à aller trouver tous les travaux de l'Observatoire Défense et Climat sur notre site. Et on vous remercie d'avoir été là, et à bientôt.